Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Martin Schulz, président du Parlement européen. Messieurs, c'est à vous. Parce qu'ici, on s'intéresse à l'Europe, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à nous-mêmes. Bienvenue, président Martin Schulz. Bonjour. Bonjour. Dimanche, la chancelière Merkel va connaître un beau succès, c'est ce qui est prévu, et un troisième mandat. Est-ce qu'elle va gouverner seule ou à la tête d'une coalition? On verra. Ce n'est pas dit, ce n'est pas sûr que Angela Merkel va gagner les élections. On verra. Je crois que les résultats en Allemagne sont moins prévisibles que les météos en France. Ah bon, vous croyez qu'elle pourrait perdre? Oui, c'est bien possible que la coalition sortante va perdre. Mais imprévisible. Mais il y a en Allemagne 40% des indécis. Comment prévoir un résultat? Et pourquoi les socialistes du SPD, votre parti, ont-ils raté la campagne? Pourquoi ils ont été aussi mauvais? Nous ne sommes pas mauvais. Nous sommes en train de récupérer pas mal de voix des indécis. Per Steinbrück, dont le duel avec Angela Merkel, a surtout convaincu les indécis. Donc rien n'est joué. Tout est possible. C'est-à-dire est-ce qu'on peut terminer par une victoire du SPD ou plus probablement par une grande coalition entre votre parti et celui de Mme Merkel? Tous les sondages prévoient que le parti de Mme Merkel, le CDU, est en tête, mais ils disent aussi que la coalition sortante n'a pas de majorité. Donc on verra lundi qu'est-ce qu'il y aura en Allemagne. C'est ou avec les libéraux ou avec le SPD, votre parti? Imprévisible, encore une fois, une majorité de la gauche est possible comme une majorité de la droite. Le résultat en Bavière, par exemple, c'était le dimanche dernier, c'était aussi imprévisible dans cette composition. On verra. Martin Schulz, vous avez rencontré hier après-midi François Hollande, que vous connaissez. Est-ce que vous lui avez suggéré de prendre une initiative pour plus d'Europe avant que Mme Merkel, si elle est réélue, encore plus puissante, l'impose à tous? C'est tout d'abord pas Angela Merkel qui impose tous à tout le monde. Angela Merkel est une des 28 chefs de gouvernement autour de la table du Conseil européen, où demeure dans ce bâtiment normalement un vote à l'unanimité. Ça veut dire ça ne va pas sans compromis. Donc je n'ai pas discuté avec François Hollande sur le comportement de Angela Merkel au Conseil, mais sur les questions... Sur les initiatives qui peuvent être prises en faveur de l'Europe. Surtout sur les soucis que nous avons tous en Europe, indépendamment de celui qui gouverne en Allemagne, c'est le chômage des jeunes, par exemple, c'est la lutte contre le racisme croissant en Europe, c'est le contrôle du système bancaire hors contrôle, tout cela, on a discuté. Et je vous lis, vous répétez souvent, attention à la menace populiste qui monte. Oui. Où vous la voyez? Partout? Partout. Dans chaque pays européen, nous avons une montée du racisme. Regardons ce qui se passe en Grèce avec l'Aube dorée, troisième parti dans les sondages. Ici en France, il y a un populisme très impressionnant. C'est en Hongrie, c'est en Pologne, c'est partout en Europe où il y a cette chasse aux minorités, la haine, le racisme. Ça me préoccupe. Et vous dites en France, comment? Vous pensez au Front National, à l'extrême droite qui monte? Ou au débat qui donne une place? J'ai le devoir d'écouter au Parlement européen pendant les séances plénières les discours du Front National. Et vous imaginez certainement comment on est de temps en temps vraiment choqué. Vous recommandez de les combattre, les extrémismes, les populismes. Oui, mais comment? Il faut tirer des lignes très claires. La démocratie, le respect, la protection des minorités, la défense de l'idée de l'Europe. L'idée de l'Europe, c'est que les nations travaillent ensemble au-delà des frontières à la place de réintroduire des frontières. Et le 21e siècle, les problèmes du 21e siècle ne sont pas à maîtriser avec les projets du 19e. Martin Schulz, on entendait tout à l'heure notre ami Daniel Cohn-Bendit dire Hollande et Merkel ne sont que des bricoleurs, des euro-bricoleurs. C'est ça? Dany est connu pour ses... Non, mais votre avis? Non, je crois pas. Ils font du bricolage tous les deux, là? On a besoin pour relancer l'idée de l'Europe, un débat très ouvert sur l'avenir de l'Europe, sur ce que l'Europe est dans le 21e siècle, la force la plus forte pour défendre nos valeurs environnementales, par exemple, nos valeurs sociales, nos valeurs individuelles dans un monde qui menace ces valeurs. Vous êtes souvent accroché à Jean-Marie Le Pen au Parlement, mais est-ce que vous avez l'impression qu'avec sa fille, avec Marine Le Pen, il y a en France une dédiabolisation du Front National ou c'est toujours la même chose, vu de Strasbourg?
vu de Strasbourg, surtout écouter à Strasbourg Marine Le Pen, je ne vois pas de différence entre elle et son père. Il paraît qu'à Bruxelles, la France donne du souci à M. Barroso, à M. Van Rompuy. Comment vous voyez la France? Est-ce que, vu de Strasbourg, c'est un pays qui veut réformer et qui réforme et qui se réforme? Il dépend qu'est-ce que c'est réforme. À mes yeux, une réforme absolument nécessaire sur le niveau européen, c'est l'introduction de la taxe des transactions financières. Les grands capitaux doivent contribuer à maîtriser le désastre qu'ils nous ont laissé. À l'intérieur, vous avez été reçu... Écoutez, on discute à Bruxelles, on discute partout en Europe, toujours sur réduire. À mes yeux, on ne peut pas résoudre les problèmes, par exemple, des budgets publics, soit en France, soit dans un autre pays, sans discuter aussi sur les revenus de l'État. Et la taxe des transactions financières, c'est un instrument de taxation sur les bénéfices, sur le niveau transnational, mais avec un effet pour les budgets nationaux. Est-ce que vous pensez qu'en France, il y a trop d'impôts? D'ailleurs, le président de la République, François Hollande, disait lui-même, c'est beaucoup, donc ça devient trop. Mais pour vous? Difficile pour moi à juger. Je crois que le gros problème que nous avons partout en Europe, c'est que les grands capitaux, les grosses capitaux ne payent pas, les employés, les travailleurs payent la facture pour ce capitalisme spéculatif nous vivons actuellement en Europe. Est-ce que vous jugez, vous, Martin Schulz, que la France est sur le chemin du redressement, de la croissance, de la création d'emplois? Oui, je crois. Parce que vous êtes un socialiste? Non, parce que je vois la réalité. La France a maintenant une croissance, pas encore suffisamment, mais le pays, votre question était, est-ce que je crois que le pays est en train de se redresser? Ma réponse est oui, c'est mon impression. Mais qu'est-ce qui vous choque alors en France? La vitesse avec laquelle je dois répondre à vos questions. Oui, en dehors de ça, mais vous pouvez prendre un peu de votre temps. Par exemple, tout à l'heure, vous me disiez, on a l'impression, quand on vient en France, que tout commence en 2012. Qu'est-ce que vous vouliez dire? J'écoute de temps en temps des commentateurs à Bruxelles qui me disent que tous les problèmes européens, tous les problèmes français sont actuels, des problèmes qui ont commencé avec le nouveau gouvernement. Je me pose la question, qui a gouverné la France pendant les derniers 20 ans? Allez-y. Mais c'est certainement pas ce gouvernement seul. Peut-être ce gouvernement a des responsabilités, rate peut-être, je ne sais pas, de temps en temps ce qu'il faut. Mais j'ai écouté hier mon collègue Barroso qui a donné, ou avant-hier je crois, ici en France, qui a donné des conseils, des propositions. Je me suis posé la question pourquoi il a commencé de le faire maintenant et pas il y a 5 ans. Oui, vous êtes en campagne électorale. D'ailleurs, tout le monde sait que vous souhaitez succéder éventuellement à la tête de la Commission européenne. Écoutez, je ne suis pas du tout en campagne électorale. Vous ne m'avez pas invité comme membre du Parti socialiste. J'étais invité ici comme président du Parlement européen. En tant que tel, je vous réponds. Oui. Et justement, votre Parlement européen, il représente les peuples de l'Europe. Et il est certes nécessaire. Mais qu'est-ce qu'il a décidé, imposé, suggéré, inventé, qui peut rester dans l'histoire et dans les mémoires des citoyens? Même si vous rasez avec ma réponse, la taxe des transactions financières, le limite des bonus bancaires, le refus du transfert de nos données bancaires à la NSA sans contrôle, le non à la directive appelée ici en France directive Bolkestein. Nous avons une longue liste des mesures de la protection sociale, environnementale, des droits individuels. Malheureusement, notre capacité de protéger les citoyens est absolument inappropriée par rapport à la perception publique de ce que nous faisons. Ça, c'est le grand problème du Parlement européen. Il y a les progrès que vous avez fait faire en matière d'union bancaire avec le superviseur, qui va rester sous l'autorité de la BCE et de Mario Draghi, mais c'est une avancée. Une grande avancée parce que la responsabilité démocratique de la Banque centrale européenne est maintenant garantie. Dernière question, M. Schulz. Il va y avoir bientôt des élections européennes. Est-ce que vous pensez que ce sont les anti-européens qui peuvent gagner ou les Européens? Et à quelles conditions les Européens peuvent-ils gagner? Si les Européens présentent aux électeurs un vrai débat, quelle Europe nous voulons? À la place de laisser le créneau à ceux qui disent oui ou non à l'Europe, l'Europe ne va pas disparaître. L'Europe va rester. Donc le débat oui ou non à l'Europe de la droite, l'Europe de la gauche, libérale, vert,
On a besoin d'un débat démocratique sur l'Europe à la place de laisser le créneau aux populistes qui simplifient oui ou non à l'Europe. Et donnez-lui du Merci. souffle. Vous reviendrez, vous nous parlerez Merci de l'Europe puisque beaucoup. vous y participez. Merci Merci Jean-Pierre Cabache, beaucoup. merci Martin Schulz. Demain, c'est Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, qui sera votre invité en direct à 8h20 sur Europe 1.